Super. Du coup, effectivement, on va parler d'OpenTelemetry et pourquoi on ne peut plus s'en passer en prod une fois qu'on connaît cet outil. On va faire une petite intro. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants. Et en règle générale, quand on ne les surveille pas et qu'il n'y a pas de bruit, c'est qu'en fait, il peut se passer des choses comme ça, ou comme ça, ou encore comme ça. À la fin, on fait du catch avec les enfants. Le parallèle avec les microservices, moi, je trouve qu'il est, il est gros, mais si on ne regarde pas nos microservices, potentiellement, on peut se dire que tout se passe bien, mais derrière, potentiellement, ça ne marche pas. Et on ne s'en rend pas compte, ou on s'en rend compte qu'au moment où c'est la cata. Donc on veut éviter. Je vais me présenter. Moi c'est Vivien, je suis architecte technique chez Ypon. Ça fait plus de 6 ans que je suis chez Ypon, je suis à Bordeaux. Et mes sujets du moment, c'est les microservices et tout ce qui touche autour du DevOps. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du monitoring ? Je vais commencer par vous présenter un petit use case qui va nous suivre tout au long de cette présentation. Et sur lequel on va pouvoir faire des démos et essayer de s'appuyer. Donc là, on va parler d'une application d'e-commerce dans laquelle on aurait des produits, du stock, un panier et de quoi pouvoir passer des commandes. Et l'idée, c'est on va avoir donc on a des bases, on a du Mongo, on va avoir des appels HTTP qui sont possibles entre les services et du messaging avec un peu de Kafka. Bon là on est vraiment sur quelque chose de très basique. On peut avoir plusieurs instances, mais l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on va monitorer cette application et comment est-ce qu'on va être capable de savoir un peu ce qui se passe autour de ça. Quand on fait du monitoring, aujourd'hui on parle de données de télémétrie et il y a trois données il y a un but, c'est de connaître son système. D'accord ? L'idée c'est de savoir ce qui se passe dans son système, de pouvoir le dimensionner aussi. C'est intéressant quand on parle d'e-commerce. Il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est de se dire la charge, elle est pas la même tous les jours. Quand on va prendre le Black Friday, on va prendre les périodes de solde. Ça peut être intéressant de dimensionner différemment son système parce que la charge n'est pas la même. Ça va être aussi intéressant de pouvoir faire de l'alerting. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on le sait dans les architectures microservices, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et si on n'est pas capable de réagir et d'être proactif sur quelque chose qui ne se passe pas bien, en règle générale, on perd du chiffre d'affaires et d'être capable d'anticiper. Une fois qu'on a tout mis en place, l'idée c'est vraiment de se dire je sais que potentiellement ça va mal se passer et j'interviens avant que ça se passe mal. Donc dans les données de télémétrie et quand on veut faire du monitoring, il y en a trois grosses. Celle que tout le monde connaît et celle sur laquelle qui est rassurante un peu, c'est les logs. Moi, quand je travaille avec beaucoup d'équipes de développeurs, ce sur quoi, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ils vont tout de suite voir les logs. D'accord ? On va voir les logs de notre service. C'est un peu la première chose, le premier réflexe qu'on a. Ensuite, il y a quelque chose qui est arrivé, mais qui est assez vieux maintenant quand même, c'est les metrics. C'est être capable de savoir qu'est-ce qui se passe techniquement sur notre service. On peut avoir des metrics techniques, d'accord ? La consommation CPU, la consommation RAM, la consommation, le nombre de requêtes par seconde que notre service va prendre, ce genre de choses, tout ça c'est des métriques techniques. Les métriques, ça peut aussi être des métriques métiers. Ça peut être intéressant d'être capable de poser des métriques métiers pour pouvoir réagir à certaines choses. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes habitué à avoir plus de 100 commandes par jour et qu'un jour vous avez 2 commandes, il faudrait que votre système il soit capable de se dire « Ah, là j'ai un problème sur mes métriques métiers, c'est pas normal. Je suis habitué à avoir plus de 100 commandes par jour, pourquoi est-ce que là j'ai que 2 commandes ? Est-ce que c'est un problème technique ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas qui fait qu'il faudrait que j'intervienne ? Parce que passer de plus de 100 commandes à 2 commandes, le chiffre d'affaires il en pâtit. Et enfin, celle-ci c'est quelque chose qui est moins connu que les gens ont tendance à pas trop utiliser. Ça dépend, mais moi en règle générale quand j'en parle, tout le monde n'est pas à l'aise avec cette donnée de télémétrie, c'est ce qu'on appelle les traces réseau. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe, par où passe une requête ? Par où passe une requête ? Ça va être, et qu'est-ce qu'elle exécute ? Donc dans les appels HTTP, mais ça va être aussi dans du messaging, dans des appels à base de données. L'idée, ça va être d'être capable de suivre une requête de A à Z pour savoir par où elle est passée. Dans une architecture microservice, c'est super intéressant d'être capable de savoir par où passe la requête et de la suivre, parce que quand vous avez, 100, 150 microservices, techniquement, des fois vous ne savez pas par où quels ont été tous les enchaînements
Ça peut être aussi intéressant pour avoir tout ce qui va être des lenteurs. Quand vous avez des lenteurs dans votre système, être capable de se dire « Ah, elle est là la lenteur dans mon système ». Parce que quand vous allez regarder les logs, c'est difficile de voir là ça a pris du temps, là ça n'a pas pris de temps, où est-ce que le bas blesse en fait. Quand vous avez des traces, vous allez voir, et on fera une démo après, mais vous allez voir exactement combien de temps passe une requête et combien de temps elle prend pour chaque exécution. Et donc ça peut vraiment vous faire pointer du doigt, ah c'est ce microservice-là qui pose problème, c'est là où est-ce que je dois mettre un effort pour qu'il y ait moins de problèmes de latence. Ça peut être aussi intéressant pour monitorer des appels de base SQL, enfin toutes les requêtes SQL par exemple, les requêtes aux bases de données, parce que vous allez pouvoir voir quelle est la requête qui est jouée. Aujourd'hui, quand on utilise des frameworks comme Spring, on a un ORM qui obfusque grandement la requête qui est faite, et des fois les gens ils se rendent pas compte, mais en fait l'ORM il génère une requête qui est longue comme le bras, et qui n'est pas du tout optimisé et qui fait qu'on a des latences. Et donc avec ces outils-là, on va être capable de tracer et de voir quelle est la requête qui est faite. C'est super intéressant. Et après, on a aussi des fois des ORM où quand c'est du lazy loading ou quoi que ce soit, moi je l'ai déjà vu, hein, une fois on avait une page qui mettait énormément de temps à charger. En fait, on s'est rendu compte qu'il faisait un appel de base par ligne. Au lieu de faire un seul appel qui retournait toutes les lignes, ou 200 lignes par exemple d'un coup, en fait on avait un appel à chaque fois, ce qui mettait énormément de temps à s'exécuter. Donc je vous ai parlé des données de télémétrie, mais je vous parlais de OpenTelemetry. Et qu'est-ce que c'est qu'OpenTelemetry et qu'est-ce que ça vient faire dans le monitoring? OpenTelemetry, c'est un projet open source, c'est un framework d'observabilité. Hop, je vais passer tous les trucs là. C'est un outil de collecte de données. L'idée, c'est de définir un standard dans le monde du monitoring. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a peu de temps, OpenTelemetry. Pour ceux qui ont connu un des premiers projets open qui a décidé de poser un peu la norme sur les données télémétrie et comment les collecter, c'était Open Tracing. Comme c'était un peu le dernier dans les données de télémétrie, les traces distribuées, le tracing, ils se sont dit, au début il y avait Zipkin qui faisait ce truc, et puis après il y a Jaeger qui est arrivé, Jaeger Tracing. Ils ont fait un peu leur petit système, puis ils se sont dit, non mais ça serait bien qu'on fasse quelque chose un peu standard et que tout le monde puisse l'utiliser. Open Tracing est né. Après, il y a OpenCensus qui est né pour les metrics. Bon, ils se sont dit, il y a les logs, bon, on va créer un projet qui fait tout ça. OpenTelemetry, par contre, c'est pas un outil tout en un comme Datadog ou Dynatrace. Quand on parle de monitoring, on connaît très bien ces outils, Datadog, Dynatrace, c'est des outils qui sont très chers, qui vous font le café, qui vous font tout. OpenTelemetry, c'est pas pareil, c'est pas un outil tout en un. C'est un back-end de traitement de données. Il est là pour pouvoir traiter les données. Pardon, ce n'est pas un back-end de traitement de données, pardon. Il est là pour pouvoir collecter les données, les exposer de manière standard. On définit un standard pour dire « Ok, voilà comment est-ce que tu dois collecter les données, voilà comment je te les expose », mais ce n'est pas lui qui va servir de back-end. Ce n'est pas lui qui va vous les présenter. Ça ne va pas remplacer, par exemple, un Jaeger, ça ne va pas le remplacer. Ça va permettre de collecter les données, de les envoyer à Jaeger pour les traces distribuées ou à Prometheus pour les metrics, mais ce n'est pas lui qui va faire ce travail-là. Okay. Pourquoi faire? L'idée, c'est d'avoir un outil unique, d'accord? De ne pas changer son code si on change d'outil. Le parallèle avec aujourd'hui, c'est vachement intéressant, mais on parle énormément dans le développement, on parle énormément des architectures hexagonales, ce genre de choses, et se dire en fait on veut isoler notre socle métier de notre couche technique. Bon là c'est un peu pareil, c'est de se dire je veux pouvoir monitorer, je veux pouvoir avoir des informations sur mon système, mais je ne veux pas être dépendant de ce qu'il y a derrière. Je ne veux pas être dépendant, si demain j'ai un super outil qui sort, je n'ai pas envie d'avoir à changer toute mon implémentation pour pouvoir être sur cet outil-là. Je veux pouvoir avoir quelque chose qui ne change pas, qui soit unique sur mon système, et derrière, pouvoir me brancher à droite ou à gauche sur n'importe quel back-end de traitement de données. Et ça va être aussi de permettre de simplifier l'instrumentation. De plus en plus, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Datadog ou qui l'ont mis en place, Datadog, vous n'avez rien à faire. Datadog, vous payez, il vous donne un agent, vous l'installez et ça marche. D'accord, c'est super, ça marche, c'est super cher. L'idée d'OpenTelemetry, c'est un peu d'être capable de faire ça, de se dire je te donne un agent, tu vas l'installer et derrière, tu n'as pas grand chose à faire. Tu as un peu plus à faire, mais bon, forcément, tu payes moins. Du coup, comment on instrumente, comment ça se représente OpenTelemetry et comment est-ce que je vais le mettre en place? Ça, c'est un peu la méthode brute. De se dire, quand vous commencez à lire des tutos, on va faire du Java un peu et de Spring, même si on va très peu en voir, mais l'idée c'est de se dire, quand je vais commencer à dire comment je vais mettre en place OpenTelemetry, vous allez aller regarder Spring, OpenTelemetry, comment ça marche,
il va vous filer ces dépendances, vous allez les installer. Bon, ça c'est pas ouf, hein. Je reprends mon parallèle avec Datadog. Datadog, vous n'avez pas besoin de modifier votre code et c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Je le dis très brièvement, mais par exemple, cette présentation, elle se base sur un Rex de ce que j'ai fait chez un client. Je ne peux pas parler du client, mais techniquement, j'avais à mettre en place ça sur 300 instances de microservices. Je ne pouvais pas demander à mes 300 microservices de rajouter des dépendances dans leur code. Ce n'était pas possible, on ne pouvait pas rebuilder ce genre de choses et tout. Ce n'était pas quelque chose qui était envisageable. Du coup, il y a quelque chose qui est possible aussi, et c'est ce qui est fait côté OpenTelemetry. OpenTelemetry, ils vous fournissent des implémentations pour tous les langages principaux du développement qu'on peut avoir. Là, on a du Java, ça marche aussi pour .NET, ça marche pour, il y a du PHP, il y a du JS, il y a du Go, enfin il y a tous les langages du marché. Vous pouvez aller voir sur leur site, c'est vraiment très bien foutu, toutes les instrumentations qui sont disponibles pour pouvoir le faire. Ils vous expliquent aussi comment la mettre en place. Ils vous disent si c'est stable, si c'est en bêta, en alpha. Par exemple, les logs, c'est stable depuis très peu sur Java. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas stable, c'était en bêta et c'était pas très bien supporté. Mais ça, de plus en plus, c'est stable et c'est des instrumentations qui sont fournies. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement mettre quelque chose dans l'image Docker. Comme ça, on n'a pas besoin de rebuilder le jar. Bon, encore une fois, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est pas quelque chose que je voulais faire. Je ne voulais pas avoir à rebuilder mes 300 images Docker pour pouvoir rajouter un agent dessus. Ok ? Donc on s'est dit, et j'ai fouillé un peu plus et je me suis dit comment je vais faire. Moi mon but c'est vraiment je veux pas que mes développeurs ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Je veux que ça leur soit fourni sans qu'ils aient besoin soit de rebuilder leur service, soit de modifier leur code. Du coup, l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on va exposer. Je vais revenir après sur comment est-ce que j'ai fait pour que ça soit sans implémentation. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche. On a notre microservice, d'accord, donc un microservice n'importe lequel, dans lequel on va ajouter un agent Java qui va pouvoir exporter des données à un service de back-end. On a des métriques, des traces, des logs. L'idée c'est de se dire ok, je vais exporter toutes ces données. Comment est-ce que je fais pour les exporter? On a la possibilité donc avec les agents d'exporter les données. Il y a deux manières de le faire. Il y a la manière un peu brute, se dire ok, j'installe mon agent Java, donc soit à travers un agent Docker, soit autrement, je vous montrerai après, et on va configurer pour dire où est-ce qu'on va exporter les données. On a plusieurs manières d'exporter les données, donc déjà on va lui donner un nom. Le hotel service name, c'est quelque chose qui est standard dans le nom OpenTelemetry, c'est vraiment le nom de votre service, c'est quelque chose que vous mettez sur votre service, hotel service name. Et après vous avez la possibilité de définir pour chacune des données de télémétrie où est-ce que vous les exportez et quel est le type d'exporteur. D'accord ? Vous pouvez exporter au format OpenTelemetry. Maintenant, c'est quasiment supporté nativement de plus en plus. Et en fait, il y a beaucoup de frameworks back-end qui abandonnent leur format propriétaire pour en fait être standard OpenTelemetry et ne plus supporter des formats propriétaires. Mais quand c'était au début, par exemple, quand j'ai commencé, pas Jaeger, par exemple, Prometheus, il n'y avait pas de format OpenTelemetry. Il fallait que j'exporte au format Prometheus pour que je puisse exporter mes metrics. Donc en fait, le Hotel Metrics Exporter, c'était Prometheus. Maintenant, c'est compatible OpenTelemetry. Donc le Hotel Metrics Exporter, ça serait OpenTelemetry. Si on n'a pas besoin de surcharger cette donnée, si on veut que ça soit OpenTelemetry, on n'a pas besoin de le setter. Et après, il y a le endpoint, vers où est-ce que j'exporte mes données. D'accord ? Donc si je les exporte vers Prometheus, si je les exporte vers Jaeger, on verra pour Prometheus, ça marche d'ailleurs un peu dans l'autre sens parce que c'est lui qui vient chercher les données, mais l'idée c'est comment est-ce que j'exporte les données. Mais ça c'est pas ouf parce que, encore une fois, on est lié aussi au système, au back-end, c'est-à-dire qu'en fait dans nos microservices, on a de la configuration qui est propre à notre back-end. Et on va lui dire ok, bah, je suis lié à Prometheus, tu envoies les données nécessairement à Prometheus. Si demain je ne veux plus mettre Prometheus, je suis obligé de modifier la conf de tous mes microservices pour qu'ils puissent ne pas pointer vers Prometheus. OpenTelemetry, ils fournissent un composant qui s'appelle le collecteur OpenTelemetry, qui est un composant standard et qui va un peu faire office d'agent central sur lequel vous allez envoyer les metrics. Et c'est lui qui va se charger de les exposer à travers de la configuration pour que vos backends puissent les traiter. L'idée, c'est mes microservices, ils ne pointent que vers un collecteur, et ce collecteur, il exporte la donnée aux différents backends. Donc, je me retrouve avec quelque chose où mes microservices, ils sont totalement agnostiques de comment est-ce que je collecte et comment est-ce que j'expose les données. Eux, ils se chargent d'avoir des metrics, de les envoyer à un collecteur, et après, c'est le collecteur qui va les traiter.
Du coup, mon architecture elle va ressembler un peu à ça. On va avoir des applications qui vont avoir un agent qui va directement être attaché, donc le jar ou n'importe quel agent qu'on pourrait avoir directement sur le microservice, qui vont exporter soit vers des backends, soit vers le service, le collecteur, qui lui se chargerait d'exporter vers les backends. Du coup, on va se mettre au travail et puis on va essayer de faire ça en vrai. Hein, on va essayer de voir ce que ça donne, juste pas vous faire que ouais, ça marche et tout, mais on va le faire en vrai. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça et comment surtout on peut le faire pour de la prod et pas juste l'effet démo, genre je l'installe sur mon poste, ça marche, mais après, comment est-ce que je vais en prod? Ok. Donc, on va installer 3 choses. Donc là, on va parler un peu de Kubernetes et de se dire comment est-ce que je déploie ça dans un environnement Kubernetes. On va installer trois choses sur le cluster. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer un opérateur. Pour ceux qui, tout le monde est à l'aise avec les opérateurs Kubernetes ici ou pas? Non mais c'est pas bien ça. Les opérateurs Kubernetes, le principe d'un opérateur Kubernetes, c'est un opérateur, c'est quelque chose qu'on va installer sur notre cluster Kubernetes. Je vais vulgariser exprès, hein, mais et essayer d'aller au plus vite, mais qui va permettre de lire des fichiers de description, donc ce qu'on appelle des CRD, des Custom Resource Definition, et qui va permettre d'être capable d'installer. Il sait ce qu'il doit installer à partir juste d'un fichier de description. D'accord ? Pour ceux qui connaissent Kubernetes, vous avez des déploiements. Vous avez le type déploiement, ça vous permet de déployer un service sur Kubernetes. Et ben en fait, un opérateur, ça va permettre de déployer un type. Donc là, par exemple, je vais avoir un opérateur OpenTelemetry, donc ça va me permettre de déployer de l'OpenTelemetry sur le cluster. Et ensuite, je vais déployer deux choses qui sont importantes. Donc là, l'opérateur, c'est juste quelque chose que je vais installer sur mon cluster. Et ensuite, je vais déployer 2 choses sur le cluster. Je vais déployer un collecteur qui, lui, c'est ce qu'on disait avant, qui va collecter les données et les exporter pour les différents backends. Et je vais installer aussi un composant d'auto-instrumentation qui va me permettre d'injecter de manière un peu magique l'agent Java directement dans mes conteneurs Docker. L'idée, ça évite d'avoir à rebuilder mes images Docker. Mon image Docker, elle démarre et j'ai directement un service d'auto-instrumentation qui va m'injecter mon agent dans le pod. Le collecteur, ça ressemble à ça, donc c'est juste de la conf, hein, c'est ce que je disais, donc on est sur un type OpenTelemetry, donc là on est sur un OpenTelemetry collector. Donc là, bon voilà, ça c'est son petit nom, dans quel namespace je vais l'installer, on va parler là juste du mode après, et après c'est l'image qu'on va installer. L'image c'est important, par défaut, OpenTelemetry, ils supportent un subset très léger de backend, d'exporteurs de données. Et ensuite, vous avez ce qu'ils appellent le collector contrib, où en fait, il y a tout un tas de personnes qui ont fait des contributions pour pouvoir collecter et exporter les données. Donc, vous avez les 2 types, le receiver et l'exporteur. Et donc, là-dedans, vous allez pouvoir, si vous prenez le collector contrib, vous allez avoir toutes les contributions. Donc, moi, pour cette démo, je n'ai pas buildé mon collecteur moi-même. Mais ce qui est recommandé par OpenTelemetry, c'est de se dire, ne prenez pas toutes les contribs, ne prenez que ce dont vous avez besoin, et donc ils vous fournissent sur leur site un moyen, ils vous expliquent comment faire pour builder votre propre collecteur avec seulement les différents types de collecteurs dont vous avez besoin. D'accord ? Et ensuite, après, vous avez toute la partie configuration, on va y venir juste après. Juste, je vais quand même pointer du doigt le mode de déploiement. Il y a 2 modes de déploiement, il y a 3 modes de déploiement. Il y a le mode simple, mais celui-là, c'est celui qui n'est pas recommandé, c'est pour la démo. C'est se dire, j'ai juste un collecteur, il est là, il est tout seul, et c'est lui qui va prendre la charge. Bon, je vous laisse deviner, si j'ai 300 instances de microservices, un seul collecteur, c'est pas possible. Et après, il y a 2 possibilités. Soit du sidecar, l'idée c'est d'avoir, pour chacun de mes microservices, je vais avoir un petit collecteur qui va être collé à mon microservice et qui lui va collecter les données et ensuite les exporter vers les backends. Ou sinon, je peux le déployer en mode daemon set. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le daemon set, l'idée c'est d'avoir un agent, un microservice, donc un OpenTelemetry collector par nœud dans mon cluster. Voilà, logiquement, c'est quelque chose qui peut suffire, puisqu'en fait, vous avez des nœuds qui sont censés tenir la charge, et donc plus vous avez de nœuds, plus vous avez de microservices, mais plus vous avez de collecteurs. Donc moi, j'étais parti sur le mode sidecar pour plusieurs raisons, parce que on n'a pas fait tout d'un coup. On y est allé petit à petit et comme j'avais 300 instances de microservices, j'étais pas sûr de vraiment si ça allait tenir la charge tout avec des daemon sets, donc j'ai préféré partir sur du sidecar. Je pense que le daemon set ça suffit aussi. Ensuite, on va définir dans la configuration comment on va collecter les données. Donc ici,
on peut voir qu'en fait, moi le receiver, ça c'est la config de ce que je vais vous présenter après, mais je vais recevoir les données que au format OpenTelemetry. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir de receveurs différents, mais vous pouvez choisir de recevoir des données de manière différente. Vous pouvez par exemple brancher des receveurs. Si vous avez des logs qui sont déjà exportés via FluentD, FluentBit par exemple, vous pouvez avoir des receveurs FluentD, FluentBit qui vont directement être récupérés par votre collecteur, qui va pouvoir ensuite processer les données. Donc là, vous pouvez processer les données. Donc, le processeur, c'est pas quelque chose où vous n'êtes pas obligé de processer les données. Si vous n'avez rien à faire avec, vous le laissez à vide. Moi ici, par exemple, alors j'utilise Loki, on en parlera un peu après, mais je vais pouvoir injecter des labels directement sur mon export de log pour pouvoir travailler avec ces labels. D'accord ? Mais les processeurs, c'est quelque chose qui est assez puissant. Vous allez pouvoir faire vraiment du processing sur les données de télémétrie. Donc ça peut être les logs, les traces ou les métriques. Et après, en fait, il suffit d'aller voir un peu la doc de tous les collecteurs sur le OpenTelemetry Collector Contrib, c'est vraiment bien foutu, pour savoir comment je peux processer les données et qu'est-ce que je vais faire avec. Et ensuite, après, vous avez les exporteurs. Donc là, comment est-ce que vous allez exporter les données? Donc moi, ici, j'ai 4 exporteurs. J'ai l'exporteur Loki pour pouvoir exporter les logs, pardon. Loki, c'est pour les logs. Donc j'ai un endpoint qui va me permettre de pousser les logs. J'ai deux backends pour pouvoir processer les traces distribuées. Ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas obligé de se limiter à un seul backend. Ça peut être intéressant, notamment si vous voulez essayer un nouveau service de traitement de données. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner l'ancien. Vous pouvez avoir autant de services de backend, c'est juste que ça va l'envoyer aux 2 endroits et pas à un seul endroit. Donc là, j'ai Jaeger et j'ai Tempo. Et ensuite, j'ai Prometheus. Prometheus, pour ceux qui sont habitués, il fait pas. On peut pousser les métriques dessus, mais c'est pas le mode standard de Prometheus. Prometheus, il a plutôt l'habitude de venir scraper les données, de venir les chercher sur votre service directement, et donc vous exposer un endpoint pour que Prometheus il puisse venir les chercher les données. Et donc là, c'est un peu ce que j'ai fait. Je vais exposer les métriques sur le port 8889 directement, et ensuite je vais avoir Prometheus qui lui va directement venir chercher les métriques sur mon collecteur OpenTelemetry. Et enfin, quand on arrive tout en bas, on a la configuration des différents services. Et donc là, on va retrouver les logs, les traces, les métriques. Et on va dire à chaque fois ce qu'on fait. Donc par exemple, pour les logs, le receveur, il est au format OpenTelemetry. Le processeur, c'est les ressources. Donc c'est ce que je vous ai montré au-dessus. Et l'exporteur, c'est Loki. Les traces, je reçois au format OpenTelemetry. J'exporte vers Jaeger, vers Tempo. Et les métriques, je les reçois au format OpenTelemetry, je les exporte pareil vers Prometheus. Donc là, c'est là où est-ce que vous allez tout définir. Et donc après, une fois que vous avez configuré ce genre de choses, vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur votre cluster et vous avez un collecteur qui fournit. Alors évidemment, si par exemple vous avez en mode sidecar, le sidecar il ne va pas s'ajouter automatiquement à votre pod. Il faut que votre pod il redémarre. Et c'est pareil, c'est pas magique. On va injecter ces choses-là, on va rajouter de la configuration sur nos déploiements pour que ça marche. Donc là, je vous avais parlé de l'auto-instrumentation. Donc pareil, là, j'ai défini un type. Donc là, c'est pareil, c'est fait via mon opérateur. J'ai défini un type instrumentation sur lequel je vais lui dire, voilà, le endpoint de l'exporteur. Donc ça, c'est le port par défaut de OpenTelemetry. Et ça va me permettre de pouvoir automatiquement injecter un agent sur mes différents pods. Et ensuite, sur le déploiement, on va appliquer ça. Donc en fait, on va pouvoir ajouter le sidecar. Donc j'ajoute cette annotation, ça va me permettre d'ajouter le sidecar qu'il y avait. Si on n'est pas en mode sidecar, si on est en mode daemon set, on n'a pas besoin de faire ça. D'accord ? On n'a pas besoin de mettre le sidecar. Et ensuite, on va injecter l'agent Java. Et donc une fois qu'on a appliqué ça sur notre type de déploiement Kubernetes, on redémarre notre microservice et voilà, et ça marche. Donc, qu'est-ce que ça donne en vrai ? Donc je vous avais montré un peu mon architecture. Donc on a des produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est la liste des produits qu'on a dans notre magasin. Donc voilà, j'ai des tournevis, j'ai des marteaux, j'ai une Nintendo Switch, j'ai des PS5. On va commander une PS5, ça surchauffe si on l'allume. Ok. Donc on va commander une PS5. On va regarder si on en a en stock. Je vais regarder, hop. Alors ça, c'est la magie de. Il faut que je perde le focus. Voilà, bon, je vais me mettre comme ça parce que sinon je n'ai plus le focus. Trade out. Donc on va regarder les produits. Donc j'ai 56 PlayStation 5 en stock, super. Donc je vais passer, on va passer une commande. Donc on va se créer un panier. Donc tchouk. Juste je vais coller celui-là. On va en commander, je sais pas, 2. On est fou. Ah ouais. Et
Donc on va se commander ça, on va se créer un panier dans lequel on va rajouter nos deux, donc ok super, il a rajouté 2 PS5 dans le panier. Et on va passer notre commande. Donc choc, le carte ID, check, j'exécute. Bon, super, j'ai réussi à passer ma commande. Là, techniquement, ça a marché. Mais c'est ce que je vous expliquais au début, en fait on est aveugle, on ne sait pas du tout si ça a vraiment marché, on a eu des codes HTTP, bon est-ce que ça a marché ou pas, et on ne sait pas tout ce qui s'est passé derrière. On peut quand même aller vérifier, hein, est-ce que par exemple si je retourne là-dedans, j'avais combien? J'avais 56 produits en stock, normalement je devrais plus en avoir que 54, bon super, ça a marché, mais il a fallu que j'aille voir dans les stocks. Ce qui peut être intéressant, et donc là c'est à partir de là où OpenTelemetry va rentrer en jeu, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce que OpenTelemetry m'a servi. Moi aujourd'hui j'ai installer l'agent Java OpenTelemetry, je l'ai configuré, ce que je vous ai montré, je n'ai rien fait du tout. Il n'y a pas de, je peux vous montrer après le code, mais il n'y a rien du tout dans les dépendances des projets, il n'y a pas de log spécifique, il n'y a rien qui fait que je veuille exposer des données, quoi. Et donc si on regarde, donc là j'ai du Loki, j'ai du Prometheus, j'ai du Tempo. Si on va regarder les logs, donc on peut voir que je vais retrouver dans mes services, je vais retrouver voilà, des logs. Donc là, j'ai le service de stock qui a des logs. C'est le seul qui log. On peut voir que voilà, déjà, au format OpenTelemetry, il va me sortir tout ça. J'ai rien fait. Hein. J'ai juste installé un agent. Et là, du coup, j'ai le body de ma log. J'ai le trace ID, j'ai le span ID. Donc ça, c'est des informations pour les traces. On va regarder un peu ce que ça donne. Mais j'ai des informations aussi sur Kubernetes. J'ai des informations sur le runtime. Enfin, j'ai énormément d'informations sans avoir besoin de développer quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que là, si je le mets au format JSON, tac, tac, on va refaire ça. Je vais être capable aussi de pouvoir lier et de pouvoir directement lier mes logs à mes traces et pouvoir aller voir ce qui s'est passé. Donc là, j'ai passé une commande, mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et donc, hop, on va essayer, je ne peux pas dézoomer sur un machin, mais on peut voir en fait que là, il y a eu, sur cette trace, on va pouvoir être capable de suivre la totalité de la trace et savoir ce qui s'est passé. Donc quand j'ai passé une commande, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? On peut voir qu'il y a un get qui s'est passé, il a appelé le shopping cart pour être capable de récupérer qu'est-ce qu'il y a dans le panier. Okay, donc après, on peut même voir qu'en fait, il va faire un appel au repository. On peut voir qu'il y a l'appel à la base de données. Donc là, je suis capable de voir l'appel à la base de données qui a été fait. Voilà, super. Donc il a récupéré les informations du shopping cart. Ensuite, on peut voir que il a publié dans Kafka. Donc là, c'est un publish dans Kafka. On peut voir que le service stock, il a processé le message ici au bout de 11 millisecondes. Et voilà, il est pareil, il est allé voir s'il y avait du stock et il a mis à jour le stock. Okay, tout ça, c'est fourni sans avoir rien à faire. Vous n'avez pas, enfin voilà, c'est fait directement pour vous. Le messaging à travers Kafka, le messaging, le logging des traces de vos bases de données, tout ça, c'est quelque chose qui est fourni juste en installant des agents. Ok ? Donc ça, c'est un peu pour vous montrer. À partir de ce moment-là, en fait, déjà, vous avez quelque chose qui est super puissant parce que juste à partir d'une log, vous êtes capable de remonter à une trace et voir par où sont passés tous vos appels. Et donc, si vous avez une log d'erreur, vous êtes capable, avec les traces, de remonter à toutes les traces et d'être capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai eu une erreur, si c'est trop lent, pourquoi est-ce que c'est trop lent, tout ça, sans avoir à rien instrumenter dans votre code. Juste besoin de faire de la configuration. Il y a quoi derrière tout ça? Donc là, on va parler un peu plus des backends de données que j'ai utilisés. Vous auriez pu en utiliser, il y en a plein d'autres, des backends de données. Moi, je suis parti sur la stack Grafana. J'ai utilisé Grafana Tempo. Grafana Tempo, c'est un outil de gestion de traces distribuées. C'est basé sur le standard OpenTelemetry. D'accord. Donc aujourd'hui, Tempo, ça fonctionne avec OpenTelemetry. C'est compatible avec les formats open source Zipkin et Jaeger, même si par exemple Jaeger, et je pense que c'est le cas aussi de Zipkin, ils ont abandonné leur format propriétaire et sont passés directement sur OpenTelemetry. Et moi je l'ai utilisé Tempo parce que comme je faisais du Grafana, c'est une intégration poussée avec, c'est un peu mieux, mais derrière dans Grafana vous pouvez aussi mettre du Jaeger ou du Zipkin puisque c'est compatible. Pour les logs, j'ai utilisé Loki, pareil, donc c'est l'outil d'agrégation de logs, ça va parser les entrées pour en extraire un peu les informations importantes, notamment les dates, les heures, les traces. Et ça reçoit les données directement, je lui push les données depuis mes différents microservices. Et pour les metrics, j'ai utilisé Prometheus.
Donc c'est un système de monitoring et d'alerting basé, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais ça scrape les données plutôt que de les recevoir. Donc c'est lui qui va chercher les métriques. Donc par contre, on n'a pas du donné, forcément c'est pas du temps réel, puisqu'en fait il vient les chercher, je crois que par défaut c'est toutes les 5 ou 15 secondes, j'ai plus le défaut de toutes les combien de temps il vient scraper les données, mais c'est lui qui vient chercher les données directement sur vos microservices. Et après, ça gère un peu les données grâce à un format basé sur les time series. Si on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec OpenTelemetry, là je vous ai montré, ok, on peut faire du monitoring, c'est super cool, je suis capable de monitorer, de voir un peu ce qui s'est passé, les développeurs ils peuvent faire des choses, on peut commencer à mettre de l'alerting sur des métriques, on peut faire plein de choses, mais est-ce que par exemple on ne pourrait pas consommer de manière un peu plus responsable? Et ça c'est quelque chose qui est super intéressant, surtout aujourd'hui de se dire je vais faire attention à ce que je consomme et je vais pas, c'est pas la gabegie, je vais pas déployer plein de microservices et ça va me coûter cher. Donc je vais vous faire une petite démo. J'ai mis Vegeta parce que j'utilise un outil qui s'appelle Vegeta pour, pour faire la démo. Donc on va se connecter sur le cluster et je vais exécuter une requête. Je vais en fait ce qu'on va faire, c'est je vais juste l'exécuter. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler de la charge sur mon microservice et je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe derrière. Hop, c'est juste le temps comme ça, ça évite de perdre du temps sur ça. Donc l'idée, c'est d'être capable de, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes. Moi j'appelle ça le scaling automagique. L'idée c'est d'être capable de dire, moi je veux avoir un certain nombre de réplicas maximum pour pouvoir tenir la charge. Vous vous souvenez au début je vous ai parlé, j'ai le Black Friday, aujourd'hui je vais prendre 50% de trafic en plus. Je pourrais augmenter tous mes pods à la main de 50%, mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Et puis après le Black Friday, est-ce que je vais penser à avoir scale down tous mes microservices? En règle générale, non. Donc du coup, on consomme pour rien. Donc l'idée du scaling automagique, c'est de se dire, je vais définir un nombre de réplicas minimum, un nombre de réplicas maximum, pour pouvoir que ça scale up et ça scale down. On va se baser sur des métriques de référence. Donc par exemple ici, moi je vais me baser sur le nombre de requêtes par seconde et je vais lui dire en moyenne, je veux 8 appels par seconde sur chacun de mes pods. Donc ça veut dire que si tu prends 9 appels par seconde, je veux 2 pods. Si tu en prends 17, je veux 3 pods, etc., etc. Mais après, si ça redescend, je veux aussi que ça descende. D'accord ? On peut aussi avoir du comportement custom. Ça peut être intéressant de se dire, quand je prends beaucoup de charge, je vais monter très vite, mais après, ne pas descendre non plus aussi vite. Parce qu'on sait très bien que des fois le trafic il fait du yo-yo. Si mon microservice il démarre, déjà le temps qu'il démarre, on est en Java donc ça met un peu de temps à démarrer, hein, on n'est pas sur des trucs super, enfin j'ai pas fait du Quarkus machin et tout, mais on n'est pas sur des temps excellents de démarrage. Déjà il met un peu de temps à démarrer, il prend beaucoup de ressources pour démarrer. Si mon trafic il diminue, mon microservice il scale down et puis après ça remonte, il rescale up, en fait ça sert à rien. Donc l'idée c'est d'être capable d'avoir aussi un comportement custom sur le scaling et être capable de faire du ramp up, donc de monter rapidement et potentiellement de descendre plus doucement pour éviter d'avoir des effets de bord sur la scalabilité. Et après on va se baser sur quelque chose qui est fourni par Prometheus et donc en fait par OpenTelemetry. Là tout ça reste du OpenTelemetry, ça donne les avantages qu'on peut avoir avec OpenTelemetry. Ça c'est une métrique qui va être exposée par mon collecteur OpenTelemetry et que je vais pouvoir utiliser grâce à Prometheus. Alors, si on rentre vraiment dans le détail, le Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes, il se base que sur des métriques qui sont exposées par Kubernetes. D'accord ? Kubernetes, en fait, pour pouvoir faire son scaling sur son cluster, il se base sur des métriques qu'il a que chez lui. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, moi j'ai déployé un adapteur, un Prometheus adapteur qui me permet d'exposer les métriques Kubernetes sur mon cluster Prometheus. Après, il y a d'autres outils, par exemple Keda, ceux qui connaissent. C'est un outil qui va permettre de faire un peu plus de choses et plus poussé. Là, pour la démo, j'avais pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est intéressant de se dire, là j'ai quelque chose qui est exposé par Prometheus, je vais pouvoir m'en servir pour pouvoir travailler. Donc si on regarde un peu ce qui s'est passé, donc là pareil, j'ai un dashboard, je vais aller sur mon produit.
Donc on peut voir que là, il monte en charge, tagadac, tagadac, tagadac. Donc là c'est pareil, ça c'est un dashboard que j'ai construit grâce à mes métriques, machin. On peut voir que pareil, le CPU, le CPU c'est pas ouf, hein. Là quand j'arrive à plus de 12 appels par 10, à peu près 10-11 appels par seconde, là mon CPU il est un peu à ras la casquette, je suis à 70%, ça serait bien que ça scale up. C'est pour ça que j'ai défini cette métrique. Souvent on me demande, mais comment tu fais pour définir tes métriques, sur quoi tu te bases pour dire je scale up, je scale down. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas deviner à l'avance. C'est à vous de le faire, ou sinon d'avoir des systèmes qui vont être intelligents. Après, bon, on peut aller pousser, si on parle d'IA en ce moment à fond, tout ça, on pourrait imaginer des systèmes qui soient capables de déterminer, ah bah là, quand je vois que ça commence à moins bien se comporter, alors je vais faire du scale-up. Bon, moi, j'ai regardé à la main, j'ai vu qu'au bout de 10-12 appels par seconde, je commençais à avoir beaucoup. J'aurais pu me baser aussi sur le CPU, hein. J'aurais pu dire, si je vois que je suis à plus de 80% de CPU, hop, je scale up. Voilà, on aurait pu le faire. Bon, je suis parti sur les requêtes par seconde, mais l'idée c'est plutôt d'avoir une corrélation. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, tout seul, mon cluster, il a été capable de réagir et de déployer un deuxième microservice. Et donc là, après, on va commencer à voir que le premier microservice, il va prendre moins de charge, et le deuxième, lui, va commencer à prendre la charge. Donc après, on va être sur de l'autoscalabilité directement. Mais c'est ce que j'expliquais au début, c'est on va être proactif sur ce qui se passe sur notre cluster. On ne va pas attendre que mon microservice il explose parce qu'il est passé à 100% de CPU. Et si on n'a pas ce genre d'outil, si on n'a pas de dashboard, si on n'a que des logs, le microservice qui explose, qui fait du crash loop back-off ou sur lequel Kubernetes va le killer parce qu'on a un out of memory, on va mettre du temps à le comprendre. Avec des outils qui nous permettent d'être proactifs, on réagit avant que le système parte en carafe, et ça se passe mieux. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si j'arrête de le tuer, donc ça va mettre un peu 1 minute, parce que c'est ce que j'ai dit, j'attends 1 minute avant de scale down pour éviter que j'ai un effet pervers de ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais voilà, on peut voir vraiment là, ça y est, là, le CPU ici, il est beaucoup mieux. Et là, on a l'autre, là, il est élevé parce que c'est Java, hein, donc quand il démarre, il bouffe tout le CPU. Mais après, il va être mieux. Donc, pareil, on met un peu de temps à voir, c'est pas du temps réel parce que c'est ce que j'expliquais. En plus, on a un effet qui est assez long, on a Prometheus qui vient scraper les données. Donc, on a en fait le microservice qui exporte les données sur le collecteur, Prometheus qui vient scraper les données. Donc, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est instantané. Potentiellement, on peut travailler pour avoir quelque chose qui soit un peu plus performant ou quoi que ce soit, mais bon, là, moi, j'avais pas besoin. Voilà, j'ai fini ma démo. Je suis content, tout s'est bien passé. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour quelques questions. Si, s'il y en a qui ont des questions, ouais. Oui, alors la question c'était est-ce qu'il y a des limitations à utiliser un agent versus l'instrumentation dans le code? Alors oui et non. Je dirais non parce qu'en fait tout ce qui est exporté pour toi, souvent tu n'as pas besoin. Et après si tu as des besoins plus spécifiques, tu ne vas pas utiliser l'implémentation OpenT. Tu vas utiliser en fait, oui, tu vas surcharger que ce dont tu as besoin. Par exemple, si je veux définir des métriques métiers, et en fait je vais utiliser le SDK qui me permet d'exporter les métriques métiers. Et donc là, après, je vais utiliser juste ce petit bout-là. L'intérêt, c'est de se dire, ok, je vais avoir le SDK OpenTelemetry que pour ce dont j'ai besoin. Et donc, tu vas plutôt le faire au cas par cas plutôt que de le définir pour tout le monde. La norme pour tout le monde, c'est d'utiliser l'agent. Et après, je vais utiliser des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, nous, c'est ce qu'on fait chez notre client. Quand on a besoin d'avoir des métriques métiers, et en fait, on utilise directement. Après, ce qui est assez cool, c'est que souvent, tu peux t'interfacer directement. En fait, tu n'as pas besoin d'ajouter la lib OpenTelemetry, puisqu'en fait ça se base déjà sur les standards. Par exemple, si tu fais du Spring, en fait il se branche déjà aux métriques Spring. Donc en fait, toi tu vas juste rajouter une métrique à Spring et derrière ça va te l'exporter directement au format OpenTelemetry, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus. Dans Spring, c'est Micrometer à la façade. Ouais, voilà. Oui, souvent en fait tu peux utiliser Micrometer comme façade et en fait du coup tu te lies à Micrometer et pas à quoi que ce soit d'autre. Ouais. Moi aussi j'ai une question sur l'auto-instrumentation. Tu disais que ça pouvait être déployé en daemon set. Dans ce cas-là, est-ce que ça marche l'auto-instrumentation? Oui, c'est pareil. En fait, si tu fais du daemon set, tu vas juste. Ah oui, pardon. La question c'est est-ce que l'auto-instrumentation marche même si on déploie en mode daemon set? Tac, 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 tac. Je vais remontrer.
ici, en fait, ici, tu ne ferais que l'auto-instrumentation. Tu ne mettrais pas le sidecar. C'est comment ça marche derrière? Parce que De ça veut dire que comment marche quoi? le daemon set, comment est-ce qu'il arrive à injecter l'agent sur les... C'est pas le daemon set qui injecte. Le daemon set, il permet juste de déployer le collecteur. Et après, l'auto-instrumentation, je crois que c'est dans Kubernetes, tu as la possibilité d'injecter un jar directement, parce qu'en fait c'est du pod, donc après c'est lui qui le fait. C'est Kubernetes qui fait ça, c'est pas qui permet d'injecter directement. Je ne sais pas exactement techniquement comment c'est fait, mais c'est grâce à Kubernetes. C'est Kubernetes qui lui injecte directement dans ton conteneur Docker. Oui. Les APM, c'est des outils très utiles, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se sur-outiller pour gérer de la complexité plutôt que de simplifier son architecture? Wow, la question philosophique. Tu peux la répéter directement ici parce que je ne suis pas capable de la répéter. Bonjour. Petite question de Pekarni sur le chat. Les APM, c'est des outils très utiles, mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'outiller pour gérer de la complexité plutôt que de réduire la complexité? Ok. Pour moi, la question, elle est plus... Enfin, elle est grosse, elle est philosophique, mais j'ai envie de dire, si tu fais des microservices, tu t'embarques dans de la complexité d'architecture, et si tu y vas à l'aveugle, ça va pas bien se passer, quoi. Si la complexité, elle est déjà dans l'architecture que tu mets en place, si tu veux pas de complexité, tu mets une architecture simple, une architecture monolithique, parce que si tu n'as pas besoin d'avoir une architecture microservice, si tu as besoin d'avoir une architecture microservice, il faut que tu t'outilles pour pouvoir savoir ce qui se passe dedans. Sinon, tu vas à l'aveugle et ça va pas du tout bien se passer, quoi. Hein? Oui, 300 c'est trop, mais voilà. Mais après, la question, voilà, pour moi, elle n'est pas sur les APM. Les APM, ils répondent à un problème qui est avant, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait des microservices? Si on fait des microservices, ok, on fait des microservices, on s'outille pour être capable de faire du microservice correctement. Une dernière, et peut-être qu'on arrête. Oui. La reprend vient plus près. Deuxième question, est-ce qu'il y a une stratégie de sampling pour éviter de tracer toutes les requêtes et d'avoir plus de trafic télémétrique que de trafic applicatif? Oui. On a des stratégies de sampling. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, on va prendre des requêtes et dire est-ce que celle-ci, on veut vraiment la stocker ou pas. Ça peut être intéressant de se dire notamment, est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker toutes les requêtes qui sont en success. C'est peut-être pas intéressant, peut-être que je vais stocker que 10% des requêtes qui sont en success pour éviter de polluer mes traces. Et après, dans les stratégies de sampling, on a des stratégies de sampling. La plus basique, c'est celle qui va dire je vais me baser sur le parent. Et donc en fait, je vais tout de suite me dire est-ce que ça je le garde ou est-ce que je le garde pas. Donc techniquement, c'est très performant sur le sampling. Donc on va garder au fur et à mesure des traces. Par contre, on n'est pas fin. Ça veut dire que si ça pète à la dernière, en fait, on va avoir gardé tout ce qui est avant. Voilà. Et après, on peut avoir le tail-based sampling. Donc, ça veut dire en fait attendre que la requête se soit terminée pour dire est-ce que la requête, je la garde ou pas à la fin. Donc là, oui, il y a plein de stratégies qui sont mises en place pour savoir si on garde des requêtes ou pas. C'est un peu plus complexe à mettre en place. C'est des choses qui se configurent au niveau du collecteur. Et sur le collecteur, vous allez pouvoir dire est-ce que je les garde ou pas. Évidemment, sur du tail-based sampling, on peut aussi avoir des problématiques tout simplement de tout ce qui est scalabilité, parce que on va avoir des requêtes qui vont être traitées par tel ou tel collecteur, notamment si on est en daemon set. Voilà, ça peut être compliqué. Donc le tail-based sampling, c'est quelque chose qui est très puissant, mais qui va être coûteux en énergie, là où le parent-based sampling, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Et après, vous avez aussi la possibilité, moi par exemple, c'est ce que j'ai fait, je me suis amusé à surcharger l'OpenTelemetry collector parce que je voulais pas tracer toutes les requêtes qui étaient les requêtes, les health checks par exemple, ça pollue de ouf. Les traces distribuées, tous les health checks, vous en avez à gogo et tout. C'est intéressant de le voir parce que des fois en fait on se rend pas compte, mais là chez mon client on a on avait au moins 4 appels par seconde sur le health check de chaque microservice, parce qu'en fait on a une gateway, on a du Kubernetes, on a des ingress, et en fait tout le monde fait des appels au health check à son tour. Et donc c'était quand même intéressant de le voir, mais ça pollue énormément les traces distribuées. Et donc par exemple, moi, le sampling c'était assez complexe à configurer et compagnie. Moi j'ai juste fait un petit code pour dire je drop tous les appels qui sont faits vers du actuator ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, je fais mon auto-promo. Mais où est-ce que je l'ai fait ça sur GitHub.
L'idée, c'est que j'ai juste chargé l'instrumentation du Java, de l'agent Java. Et ici, OpenTelemetry Java InnerSpar. Et en fait, ça me permet de continuer à utiliser l'agent Java de base et juste avec une variable d'environnement d'être capable de drop certains spans. Voilà, bon ça c'est plus. On pourrait le faire avec du sampling, mais j'ai trouvé ça super compliqué à configurer et à monitorer. Là, j'ai juste développé un agent assez simple. Je m'amuse à le maintenir. Voilà, c'est rigolo. Je suis à 17 stars. Oh, je commence à être. Je pèse là, ça y est, je pèse dans GitHub. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai dépassé mon temps. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.